Notre débat consacré ce soir au Mali à l'occasion de l'investiture donc de ce nouveau président IBK. Une vingtaine de chefs d'État a fait le déplacement, dont le président français François Hollande. On part tout de suite à Bamako, où l'on retrouve notre envoyé spécial Marc Perelman. Marc, bonsoir. Alors on attend d'une minute à l'autre cette conférence de presse que vont donner le président français avec IBK et avec Alassane Ouattara et le président tchadien, le président Déby. Est-ce que vous pouvez nous dire quel accueil a été fait aux chefs d'État africains ? Oui, c'était intéressant dans ce stade du 26 mars, qui n'était d'ailleurs pas totalement rempli et qui s'est dégarni au fur et à mesure des discours un petit peu longs et de la chaleur ambiante. L'applaudimètre était un très bon indicateur et le vainqueur incontesté aujourd'hui, en dehors d'IBK, qui était évidemment hors catégorie, c'est le président tchadien Idriss Déby, qui a été acclamé à plusieurs reprises lors de son arrivée, avant et après son discours. C'est évidemment une forme de reconnaissance du sacrifice des soldats tchadiens lors de la guerre au Mali. Le président François Hollande arrive en seconde position, si je peux me permettre. Évidemment, saluer avec ferveur et beaucoup de merci Hollande d'avoir gardé le Mali 1 et indivisible, et aussi l'inviter un petit peu surprise. Sa venue est une rumeur il y a quelques jours, mais elle s'est réalisée, elle est assez exceptionnelle. C'est celle du roi du Maroc, Mohamed VI, qui est invité d'honneur. C'est le premier déplacement d'un souverain marocain au Mali depuis 1963. Donc voilà pour l'ambiance aujourd'hui à Bamako. Merci beaucoup, merci Marc Perelman, envoyé spécial de France 24 à Bamako. Jean-Karim, je voudrais comme qu'on rebondisse justement sur la présence du roi du Maroc, parce que ce qui est intéressant aussi, d'un point de vue régional, c'est qu'on sait donc qu'il y a la question du front Polisario, que là aussi le Maroc a affaire à des indépendantistes face à lui. Il veut une autonomie pour le Sahara occidental. Est-ce qu'ils peuvent s'entendre justement, IBK et Mohamed VI, sur cette question? Vous avez raison de souligner. Je crois que la présence du roi à Bamako aujourd'hui est vraiment très très importante. Pas simplement, je dirais, à cause du problème du Sahara occidental qui dure depuis quasiment un demi-siècle, mais parce qu'aujourd'hui le royaume marocain est confronté à une menace que les Maliens connaissent bien, qui est la menace d'AQMI, tout simplement. Il y a d'ailleurs quelques jours, AQMI a clairement menacé le royaume marocain, a clairement menacé la personne du roi. Et d'ailleurs, les journalistes qui ont relayé cet appel d'AQMI ont eu des problèmes avec la justice marocaine. AQMI a visiblement décidé aujourd'hui d'élargir un petit peu, je dirais, son influence néfaste, entre guillemets, au royaume marocain. Et je pense que le souverain marocain, en venant à Bamako, cherche à sceller une alliance, je dirais, tous contre AQMI, tous contre le terrorisme d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Parce que ce qui était intéressant, c'est au tout début de la guerre, quand notamment le président Hollande cherchait des soutiens, les soutiens ont été très très discrets dans les pays du Maghreb. L'Algérie avait eu beaucoup de mal au départ. Un petit peu, en se faisant vraiment pousser, aider, fermer les yeux, voilà, mais ne s'est pas vraiment investi. Les Tunisiens, pris dans leurs problèmes internes, ne se sont pas non plus investis, et les Marocains pas du tout, alors que tout le monde sait que l'armée marocaine est une des principales armées de la région, voire même du continent africain. Alors c'est très important aujourd'hui, cet axe-là qui est en train de se créer sous nos yeux, là, entre Rabat et Bamako. Très important, et peut-être même inquiétant pour vous. Pourquoi inquiétant pour le MNLA ? Parce que le Maroc, je pense que le roi du Maroc va dire à son ami IBK, j'ai le problème du Sahara occidental, ça fait 30 ans que j'essaie de contenir et de régler ce problème-là, je peux peut-être te donner un petit coup de main, des petits conseils. En tout cas, il est hors de question que tu acceptes l'autonomie. Peut-être. Mais le Mali n'est pas le Maroc. André Bonjour. Deux choses pour compléter ce que vient de dire Jean-Karim. Il y a un aspect géopolitique extrêmement intéressant dans la présence du Maroc actuellement à Bamako. Il vient avec une délégation de 300 personnes. Ce n'est pas une petite délégation. Et sa stratégie, déjà depuis à peu près un an, c'est de s'insérer dans la politique saharo-sahélienne pour concurrencer un peu l'influence algérienne. Et pour ce faire, il se réapproprie
la Sensad qui avait été créée par Kadhafi, bien sûr, épurée du contenu que Kadhafi lui avait donné, en disant mais c'est quelque chose qui est utile pour nous, Marocains, et on doit s'inscrire là. Il soutient complètement la Sensad. Donc cette volonté politique stratégique, je dis bien stratégique, de prendre rang au sein de l'ensemble saharo-sahélien, c'est quelque chose d'important. Ça concurrence d'une manière légitime et légale l'influence algérienne qui, pour le moment, est un petit peu discrète. Ramata Maïga Koulibaly, si le problème Touareg n'est pas réglé, et quand je vous ai entendu tout à l'heure, tous les deux, vous qui dites il n'est pas question de toucher à la souveraineté du Mali, et quand j'entends Moussa Assarid qui lui dit non, une décentralisation renforcée, c'est non, nous sommes pour l'autonomie, sinon on reprend les armes, parce que c'est quand même ce que vous avez dit. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait finalement à nouveau une nouvelle guerre, c'est-à-dire que la rébellion reprenne, le MNLA reprenne des villages avec l'aide de djihadistes, parce que ces djihadistes, ils se sont, j'imagine, pas volatilisés comme ça dans la nature, ils sont bien quelque part, sans doute aux frontières du Mali, dans le sud libyen, au Niger peut-être. Est-ce que vous ne craignez pas finalement qu'on revive ce qu'on a vécu il y a de ça un an? Moi, je trouve que ce risque existe? Le Mali est un et indivisible. Et Ibeka a bien dit qu'il ne transige pas, il est intransigeant par rapport à ça. Et tous les Maliens le pensent. Bon, maintenant, si le MNLA, ils disent que si on ne donne pas l'autonomie du Nord, je ne vois pas déjà qu'est-ce qui leur permet de dire qu'il faut l'autonomie du Nord. Est-ce vous êtes passé par les voies démocratiques pour dire que toute la population du Nord, on n'a qu'à s'asseoir pour décider que le Nord soit autonome? Non. Vous avez décidé tout seul à dire que, parce que nous sommes des Touaregs, nous sommes les meilleurs, donc les Sonrai qui sont là, une bonne partie des Tamasheks qui sont là, disons les Bellas qui sont là, les Peuls qui sont là, vous nous écrasez pour dire que voilà, c'est nous qui allons décider pour vous que le nom du Nord s'appelle l'Azawad et que ce Nord-là va avoir l'autonomie. Qu'est-ce qui vous donne le droit? Tout de suite, vous venez de dire que c'est un problème politique. Si c'est un problème politique, pourquoi vous prenez des armes? Et les armes que vous les prenez contre vos propres parents. Parce qu'à Kidal, aujourd'hui, les femmes et les enfants sont meurtris. Moi, je suis partie au Mali. Toi, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas été. Moi, je viens du Mali. J'ai été au mois de mai. J'ai mis 1 mois. Je suis partie de Bamako et je suis partie par la route de Bamako, Konna, Douanza, partout. Grâce grâce à l'aide des partenaires, je suis partie jusqu'à Gao, jusque dans les camps des réfugiés à Yerou. Eh bien, je n'ai vu que la désolation. Je n'ai vu que des femmes meurtries. Je n'ai vu que des enfants meurtris. Déjà, dans le Nord, le climat est très difficile pour les gens. Et vous prenez des armes pour dire que nous voulons l'autonomie. Il faut que nous tapons sur cette population-là pour que nous ayons l'autre. Vous allez gouverner quoi? Vous allez gouverner des ruines? Vous allez gouverner quoi? S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, j'ai la parole. Allez-y. Nous n'avons jamais... Le MNLA est un mouvement multiethnique dans lequel il y a des personnes qui sont issues de toutes les communautés de l'Azawad. Et la composition de ces instances le prouve. Et nous n'avons jamais pris les armes contre les autres ethnies ou contre même une ethnie quelle qu'elle soit ou contre vous avez nos quand même frères. Pardonnez-moi, vous avez quand même pris les armes avec les djihadistes en Pas du tout, Sardine, pas du tout, s'il vous plaît. avec tous vos alliés S'il vous plaît, qui ont installé la charia. Vous avez signé une convention. On va en parler justement. Allez, on va laisser terminer. pas. Allez, Moussa Aghasarid, il va terminer. Le MNLA se bat contre un système. Et quand vous me dites qu'il faut passer par la voie démocratique, nous avons été par la voie démocratique à plusieurs reprises. Quand? La décentralisation qui a été mise en place au Mali, c'est suite malheureusement à des prises d'armes. C'est comme ça. Mais la voie démocratique, quand ensuite, André Bourgeot vous pose la question. Est-ce qu'il y a eu des référendums? S'il vous plaît, est-ce que pour l'indépendance du Mali, il y a eu un référendum? Non. Il n'y a pas eu. Pour l'indépendance de beaucoup de pays au monde, l'indépendance de beaucoup de pays au monde, il n'y a pas de. Attendez, Moussa Aghasarid. Pour l'indépendance de beaucoup de pays au monde, il n'y a pas eu de démocratie. Nous sommes un mouvement révolutionnaire et nous n'avons pas combattu une population. Nous avons combattu l'armée malienne et pas avec les djihadistes. Les djihadistes se sont incrustés. Ils étaient là depuis 2003. Nous les avons trouvés
avec une complicité avérée. Vous qui faites des recherches, vous pouvez regarder dans les différents écrits que AQMI était déjà sur le terrain depuis très longtemps. Ils ont déjà montré, vous en avez parlé tout à l'heure. Jean-Karim Fall, nous n'avons pas signé. Attendez, on ne s'entend plus sur le plateau. Jean-Karim Fall. Qu'il y ait eu ce que vous appelez une complicité entre AQMI, disons complicité tacite, et peut-être certaines personnes du pouvoir précédent à Bamako, je suis d'accord avec vous. Mais vous devez quand même, je pense, parce que ce sont des faits, reconnaître que votre mouvement aussi a cohabité pendant plusieurs semaines avec AQMI. Vous avez cohabité, Certes, ils étaient là, mais pendant un certain temps, ça ne vous a pas posé de problème. En ce moment-là, nous avons réclamé partout, nous avons demandé de l'aide pour combattre AQMI, qui est une organisation terroriste internationale, et nous avons besoin de soutien pour les combattre. Pourquoi ATT ne les a pas combattus quand vous êtes rentré à Gao, vous êtes rentré à Gao avec AQMI. Non, absolument pas. André Bourgeot, moi je vois déjà... André Bourgeot, maintenant, Moussa Agassaride dit que le MNLA, que ce peuple, en tout cas de l'Azawad, est un peuple multiethnique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi, je vais me référer, parce que j'aime bien les faits. Si vous prenez la composition du comité de transition de l'État de l'Azawad, composé de 28 membres, sur les 28 membres, vous avez 24 Touaregs. Sur une population, en termes de démographie, c'est les Songhai qui sont largement dominants. Vous avez des Bozos, vous avez des Peuls, vous avez des Bambara, etc. Ils ne figurent pas au sein de la CTEA. Donc quand j'entends dire que c'est un mouvement multiethnique, quand vous avez au niveau des organes dirigeants 24 Touaregs sur 28, ce n'est qu'après, pour répondre aux critiques-là, qu'ils ont nommé un vice-président qui est d'origine Songhai. Il ne représente que lui-même. Je veux continuer quand même sur le MNLA. Le MNLA est un mouvement autoproclamé. Il ne représente que lui-même. On ne parle jamais de la plateforme qui est dirigée par l'ancien ministre Touareg Agamani, et qui fait aussi avec l'ami local des Yéhoulimidun, le député Bajan, qui a condamné d'une manière très ferme les objectifs du MNLA et puis ses intentions d'indépendance. Vous avez aussi des intellectuels Touareg, pour ne citer que mon ami Aboubakri Nassadek, qui est un mathématicien en chaise roulante, qui a pris l'initiative de faire circuler une pétition qui a été signée par des centaines de Touaregs qui disent on ne veut pas, on n'est pas sur les positions du MNLA. On est avant tout malien. Maintenant, j'en reviens sur le problème des négociations. Les conditions de négociation, ça postule, je dis bien, nécessairement des compromis. À partir du moment où vous avez des responsables, plus particulièrement les responsables qui sont en Europe, qui disent, avant toute négociation, c'est l'autonomie, vous nous donnez l'autonomie, sinon on reprend les armes. C'est pas créer les conditions du dialogue et de la réconciliation. Ça a été dit. J'ai dit que la décentralisation a montré ses limites. Pardonnez-moi, André Bourgeot, je termine et vous avez la parole. Ça a été dit explicitement à plusieurs reprises. Ensuite, je m'excuse, mais si vous prenez l'interview de votre secrétaire général Bilal Ag-Sherif dans Jeune Afrique, où effectivement il reconnaît que la plupart des villes du septentrion malien ont été conquises en connivence ou en alliance avec la nébuleuse djihadiste. C'est pas n'importe qui, c'est Bilal Ag-Sherif, c'est quand même le responsable du MNLA qui reconnaît des faits. Moi j'ai l'habitude de discuter sur des faits parce que c'est à partir de là qu'on peut avancer. Mais à partir du moment où on essaie de noyer le poisson dans des discours ou dans de la propagande, ça veut dire qu'il y a des obstacles qui sont là et qui font en sorte qu'on ne peut pas discuter. Encore une fois, si on dit sous forme de menace, vous nous donnez l'autonomie ou on prend les armes, ça veut dire qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Moussa Agassaride, je voudrais vous poser une question. Les accords de Ouagadougou prévoyaient notamment un désarmement des groupes armés. Est-ce que ce désarmement est en cours? Où en est-il? Un cantonnement dans le cadre de désarmement, réinsertion des combattants. Et pour cela, il y a des conditions, il y a des engagements qui ont été pris à Ouagadougou. Et parmi ces engagements, il y avait les élections qui ont eu lieu. Et depuis qu'il y a eu ces accords à Ouagadougou, il y a eu beaucoup de violations de la part de l'armée malienne notamment, de ces accords. Et à ces jours, il y a toujours des problèmes
bien sûr, de cantonnement. Ce qui explique que vous n'allez pas désarmer. Alors, ce que vous me dites ce soir, c'est qu'il n'est pas question de désarmer. Non, il faut respecter les accords. Pour le moment, c'est une réécriture de l'histoire. C'est lorsque... S'il vous plaît. Ça, c'est je vais bien terminer. Attendez. Au niveau des accords de Ouaga, c'est faux. Attendez. Mais oui, si vous donnez à chaque fois, si vous me coupez la parole, je ne peux pas. Allez, Moussa Agasarid. Oui, Moussa Agasarid. Donc pas question pour l'instant de désarmer. Le désarmement vient dans un processus. Et donc, ce qui a été signé... Non, s'il vous plaît, ce qui a été signé à Ouagadougou, c'est un accord de paix dans un processus international. Et dans ce processus, il y a eu un ensemble de choses, notamment l'élection du président, qui sera l'interlocuteur, qui est désormais élu, l'interlocuteur des différents mouvements politico-militaires. Et pour cela, nous avons vu qu'il y avait dedans la libération des prisonniers dès la signature de l'accord. Cette libération n'a pas eu lieu. Ensuite, il y avait bien sûr des cantonnements, mais les lieux de cantonnement n'ont pas été encore acceptés tous. Il y a des lieux de cantonnement, notamment à Foïta, où c'était prévu, mais il n'y a pas eu... Bon, écoutez, moi, ce que je comprends... Il y a eu des violences, il y a eu une attaque de l'armée malienne notamment. Avec un groupuscule armé qui n'a pas été désarmé. Ça, déjà, ça a été quelque chose... Si je comprends bien, en tout cas, ce soir, il ne reste malheureusement plus beaucoup de temps. Ce que je comprends ce soir, en tout cas, en vous entendant et l'un et l'autre, c'est que franchement, le processus de réconciliation me semble plutôt mal parti. Jean-Karim Fall, justement, et c'est une des questions que je vous poserai aussi à mes questions, André Bourgeot. Est-ce que franchement, quand on entend quand même ces discours de ces manières qui restent quand même profondément divisées et qui n'ont pas l'air d'aller sur le chemin de la réconciliation, est-ce qu'on peut imaginer que le scénario qu'on a vécu il y a un an puisse se reproduire, c'est-à-dire que les djihadistes reviennent, s'allient à nouveau aux Touaregs et que l'armée malienne, une fois de plus, n'ait pas les moyens de les repousser? Non, je ne pense pas que l'on revive le scénario, le scénario d'il y a un an, mais que le MNLA, mais je ne veux pas polémiquer avec vous, mais qui, pour moi, ne représente pas toute la communauté touareg. Je pense que là, vous faites des raccourcis un petit peu rapides. Mais que le MNLA reprenne les armes, qu'il y ait des accrochages. Il y en a déjà eu. La semaine dernière. Que la mouvance djihadiste qui est en train de se réorganiser, on en parle peu, ça, mais elle se réorganise. Libye. Écoutez, ils sont en Libye, ils sont dans le sud libyen. Si vous me permettez l'expression, ils sont relativement tranquilles là-bas. Hein. Donc ils ont le temps de se réorganiser. Et là, maintenant, ils ont des objectifs. Je parlais tout à l'heure du Maroc, mais au Mali, ils ont des comptes à régler et je pense qu'ils ne vont pas arrêter. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours à peu près, l'armée française a contrôlé un véhicule 4x4 dans le nord du Mali, dans la région de Thessalie, où il y avait une tonne d'explosifs. Ouais. Donc la menace, elle est là. Et ça, il est évident que, au-delà des flonflons de la cérémonie de cet après-midi, je pense que le Mali va traverser des périodes qui vont être un petit peu agitées. Et alors maintenant, je pense que tout repose sur la personnalité et les épaules du président Ibeka. Alors, c'est un homme qui a un caractère, je dirais même un caractère trempé. Est-ce qu'il sera prêt à faire les concessions qui, à mes yeux, sont nécessaires avec un certain nombre d'acteurs et de communautés de la région pour essayer de faire retomber la pression? On vient d'en avoir un aperçu durant votre débat, Vanessa. Je pense que c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que Ibeka sera capable, si vous voulez, peut-être de lâcher un petit peu de lest pour permettre à toutes ces composantes maliennes qui n'arrivent plus à se parler de s'asseoir autour d'une table et de discuter, pas forcément d'autonomie, mais peut-être discuter de vivre ensemble? Attendez, j'ai une question. Madame, on a encore un peu de temps. Moussa Agasarid, non, parce que j'ai une question, parce qu'elle est très importante, je n'aurai pas la truc. Il y a des rumeurs qui affirment que le Touareg Yad Agali, qui est ancien chef d'Ansardine, aurait pu récupérer les otages français, les 4 qui ont été enlevés à Arlit au Niger en septembre 2010. Est-ce que vous avez des informations? Je n'ai aucune réponse à cette question. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Il y a déjà des services qui travaillent dans ce sens. Il y a d'autres voix que moi pour le dire. Moi, je suis le représentant du MNLA en Europe et pas d'autres organisations et ni d'autres personnes.
Donc vous ne savez pas s'il a eu nos otages entre les mains. Si je peux me permettre, madame. Ah, on s'arrête priorité au direct. On écoute tout de suite François Hollande qui donne une conférence de presse donc, à Bamako, aux côtés donc, du nouveau président malien IBK et aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara et du président tchadien Idriss Déby. On les écoute. Alors attendez, ça va commencer dans quelques minutes. Voilà, André Bourgeot, ils se mettent en Merci, messieurs les photographes, de regagner vos positions pour ne pas déranger l'enregistrement. Merci de vous asseoir. Messieurs les photographes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs les photographes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À sa gauche, Idriss Déby qui a joué un rôle extrêmement important lors de l'opération Serval. Hein, les soldats tchadiens qui ont extrêmement bien appuyé la France. Et puis Alassane Ouattara, toujours président en exercice de la CEDEAO, hein, qui a servi de médiation dans cette crise. Voilà, nous sommes en direct de Bamako, en direct du palais présidentiel de Koulouba, hein, où donc, les journalistes vont poser maintenant des questions au président français François Hollande, à IBK. Je rappelle quand même pour nos téléspectateurs que nous avons encore 3200 soldats français au Mali. Le président Hollande avait dit hein, qu'il n'y en aurait plus que 1000 à la fin de l'année, mais ça c'est peu probable quand même. C'est peu probable, hein, c'est peu probable, vu les dangers et les menaces qui planent encore au-dessus du Mali. Malheureusement, moi, à titre personnel, je vois mal les Français rabaisser leur contingent à 1000 personnes. À 1000 personnes. D'autant plus qu'il est important politiquement de stabiliser le nouveau pouvoir d'IBK. On écoute François Hollande. Pour son élection et pour la réussite de cette journée, qui est importante pour le Mali, puisqu'elle consacre le dénouement d'une crise et le commencement d'une phase de redressement et d'espoir. Mais important aussi était ce jour qui a témoigné de la solidarité entre les Africains et l'Europe, la France en étant ici l'expression. Je veux aussi saluer le rôle qu'a joué le président Idriss Déby pour le succès de l'opération, car il a été le premier à répondre avec la France pour apporter une aide militaire qui s'est révélée décisive. Mais vous m'interrogez sur des liens qui pourraient exister entre le Mali ou d'autres situations du monde comme la Syrie. Chaque conflit est différent. Au Mali, il s'agissait de répondre à un appel lancé par le président par intérim, Diokounda Traoré, à la France et à la communauté internationale pour empêcher une offensive terroriste qui, installée au nord, pouvait conquérir l'ensemble du Mali. La France a pu agir parce qu'elle était appelée et parce qu'elle était soutenue par l'Union africaine, par la CEDEAO et également dans le cadre d'un mandat des Nations unies. Et je pense que c'est une opération qui a été pleinement réussie. Sur le plan militaire, puisque très rapidement nous avons pu repousser les terroristes, puis ensuite sécuriser l'ensemble du territoire malien. Sur le plan politique, puisque nous avons été capables de faire une grande coalition qui a été suffisamment efficace pour permettre l'élection dans le délai qui avait été prévu et avec un résultat incontestable et par l'ampleur de la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta et par le niveau de la participation. Je ne pense pas qu'il existe d'opération qui ait pu avoir ce succès en si peu de temps, entre le 11 janvier et le 11 août. Être capable
de redonner à un pays, le Mali, l'intégrité de son territoire, de sécuriser la population et d'aboutir à une consécration démocratique permettant aujourd'hui transition, réconciliation et renouveau. Mais si j'ai dit ce qu'était la France, son rôle, sa place, ici à Bamako, c'est parce que je veux une nouvelle fois souligner que la France est un pays qui agit au nom du droit international, qui porte des valeurs et qui se détermine souverainement avec des alliés, avec des partenaires, ici en Afrique. Et sur le cas de la Syrie, j'ai considéré qu'il y avait une violation d'un droit fondamental qui était l'interdiction des armes chimiques. Le rapport d'ailleurs des inspecteurs vient de nous confirmer, hélas, ce que nous disions, et l'utilisation des armes chimiques et la forte imputabilité du régime dans cet acte odieux. Et c'est parce que nous avons menacé, avec les États-Unis, d'une frappe le régime syrien qu'il a fini par concéder qu'il avait bien des armes chimiques sur son territoire, ce qu'il niait il y a encore peu de jours. Et les Russes ont bien été conduits à prendre une initiative pour qu'il y ait un accord dont nous demandons qu'il puisse trouver sa traduction le plus rapidement possible au Conseil de sécurité. Mais si j'insiste là-dessus, c'est parce que nous ne sommes indifférents à aucune situation. Il n'y a pas un domaine ou un continent, l'Afrique, sur lequel nous aurions un rôle particulier. Il y a une histoire qui nous unit. Mais la France, elle doit porter la même parole, avoir les mêmes volontés, la même détermination, le même engagement quand il y a un droit fondamental qui est floué, qui est lésé, ou un peuple qui est massacré, en l'occurrence en Syrie, gazé. Pour le reste, chaque situation est différente. En Syrie, nous devons maintenant agir dans le cadre des Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité qui doit fixer des conditions strictes pour que nous soyons sûrs que les armes chimiques disparaîtront de Syrie. Ensuite, il faut toujours un règlement politique. Là aussi, le cas du Mali est exemplaire. On aurait pu s'arrêter simplement dans le cadre de l'opération militaire Serval et dire ben voilà, nous en avons terminé et nous laissons les Maliens s'organiser comme ils l'entendent. Ce n'aurait pas été le rôle de la France. Le rôle de la France, c'était de conduire en pleine responsabilité avec les Maliens le processus électoral qui a conduit au succès que l'on sait. Et si on avait eu cette même exigence pour d'autres situations, je pense en Libye, nous n'en serions pas là. Et en Syrie, nous devons faire en sorte maintenant de trouver une solution politique, parce que seule une solution politique permettra d'en terminer avec ce qu'est le plus grand massacre du XXIe siècle. Commençons. 120 000 morts, 2 millions de réfugiés, des millions de déplacés, et avec, c'est vrai, une montée de l'extrémisme